Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cette invitation. Merci particulièrement à François pour cette introduction extrêmement flatteuse. Je suis toujours ravie de revenir à l'Université du Mans où j'ai passé 6 très belles années. Et vraiment, je suis contente de voir ce qu'est devenu l'Institut du risque et de l'assurance. Je regrette de ne pas avoir été là au moment où il a ouvert, mais en tout cas, je reviens toujours avec plaisir au Mans. Alors, pendant cet exposé, je voudrais vous parler très généralement de l'apport de l'économie comportementale pour la compréhension des comportements de prévention et aussi pour la conception de politiques d'incitation à la prévention. Alors, je voudrais d'abord formuler 2 excuses par avance. Donc, je m'excuse d'abord auprès des collègues économistes ici présents parce qu'ils vont pas découvrir beaucoup de choses nouvelles dans cet exposé. Et puis, je m'excuse aussi auprès des non-économistes présents, puisque par moment, il y aura peut-être un peu trop de modélisation à leur goût. Donc, je n'ai pas pu enlever toutes les formules, tous les développements mathématiques. Donc, je ferai mon possible pour qu'ils soient intelligibles pour toutes et tous. Mais voilà, je m'en excuse. Alors, il est vrai que la crise sanitaire nous a appris beaucoup de choses sur les comportements de prévention. Elle a permis notamment d'affiner certaines informations, certains phénomènes qu'on connaissait déjà. Elle nous a appris aussi elle a aussi révélé des erreurs à ne pas commettre. Et on peut espérer que cet épisode pourra nous servir pour le futur, pour améliorer notre compréhension et surtout notre réaction à d'autres situations du même type. Alors, pour introduire mon propos, j'ai voulu ici vous montrer quelques données concernant le taux de vaccination contre le coronavirus qui font apparaître notamment une grande hétérogénéité dans les comportements, dans les taux de vaccination entre pays européens. Bon, il y a la Russie aussi qui est donnée là. Ce qui étonne est que les pays où le taux de vaccination est le plus faible sont aussi des pays dans lesquels les systèmes de santé sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire que le taux de mortalité des personnes contaminées sont dans ces pays parmi les plus élevés en Europe. Donc ça révèle une certaine non-rationalité, peut-on dire, des comportements. Ce qu'on voit aussi dans cette diapo, ce que j'ai voulu aussi vous montrer, c'est que, comme on le sait, les comportements répondent à des incitations et que, à condition de trouver les bonnes incitations et les bons mécanismes, il est possible d'influencer les comportements et donc de modifier certains types de comportements. Donc, on voit que, notamment, l'intervention d'Emmanuel Macron a eu comme effet une augmentation significative des inscriptions et donc pour des rendez-vous vaccinaux. Donc maintenant, je vais commencer à vous parler de la prévention de façon plus générale. Alors, ça recouvre un nombre d'actions et de mesures qui est extrêmement important. On peut donner une définition un peu générale qui définit la prévention comme étant l'ensemble des mesures coûteuses qu'un agent peut prendre pour réduire le risque auquel il est confronté. Par agent ici, on entend aussi bien les individus, les ménages, les entreprises, les collectivités, etc. Et il est habituel et important en économie depuis les travaux d'Elrich et Becker en 1970, et pas seulement en économie d'ailleurs, de distinguer entre 2 grands types de prévention, que sont l'autoprotection et l'auto-assurance. Alors l'autoprotection, c'est l'ensemble des mesures qui permettent la réduction des probabilités de dommages, et quant à l'auto-assurance, il s'agit des mesures qui réduisent non pas les probabilités, mais les montants de dommages. Alors pourquoi il est important de faire cette distinction? Eh bien parce que la nature de la réduction du risque à laquelle correspondent ces 2 types de mesures n'est pas la même. Donc on ne réduit pas le risque de la même façon suivant qu'on fait de l'autoprotection et de l'auto-assurance. Et en conséquence, la relation entre la tolérance au risque et ces 2 comportements de prévention ne va pas être la même. De la même façon, la relation avec l'assurance, une relation de substituabilité ou pas, ne va pas être la même suivant qu'on fait de l'auto-assurance ou de l'autoprotection. Alors, l'auto-assurance, c'est pas pour rien que elle s'appelle
de cette façon est une réduction du risque qui ressemble très fortement à l'assurance. C'est-à-dire, quand on fait de l'auto-assurance, on va investir, donc on va dépenser de l'argent ou du temps ou on va faire d'autres efforts en vue de réduire le montant du dommage. Si un dommage se produit, si on a fait de l'auto-assurance, le montant, enfin la perte qu'on va supporter va être plus faible que si on n'en a pas fait. En fait, ça correspond en quelque sorte au même type de réduction du risque que l'assurance, puisque dans le cas, lorsqu'on s'assure, eh bien, on verse une prime et en contrepartie, lorsqu'on a une perte, on est indemnisé et donc la perte effective qu'on va supporter va être plus limitée. Il n'en est pas de même et donc il n'est pas surprenant que auto-assurance et assurance soient substituables, c'est-à-dire que si les tarifs de l'assurance augmentent, eh bien on s'oriente naturellement vers plus d'auto-assurance, donc vers plus d'investissement en auto-assurance. Donc de la même façon, l'impact de différentes caractéristiques de risque, enfin les caractéristiques du risque et les caractéristiques des préférences sur les comportements d'auto-assurance vont être les mêmes que pour l'assurance, c'est-à-dire que une plus faible tolérance au risque, donc une plus grande aversion au risque, va se traduire par plus d'auto-assurance. Il n'en est pas de même pour l'autoprotection. Alors dans le cadre de l'autoprotection, on investit pour réduire la probabilité de dommage. Donc, si d'aventure, même si on a investi en autoprotection, par malchance, on supporte le sinistre, la perte qu'on va subir va être exactement la même que si on n'avait rien fait. Et donc, ex post, si on a investi dans l'autoprotection et qu'en plus, que par malchance, on supporte quand même le risque, on a vraiment le sentiment d'avoir pris une mauvaise décision. Et donc, pour cette raison, finalement, donc ça correspond à un type de réduction de risque qui est différent, et donc on ne peut pas en déduire de résultats fermes, enfin de résultats clairs sur l'impact de l'aversion au risque, par exemple, et sur la relation avec l'assurance. Alors dans ce qui suit, je vais axer ma présentation sur les mesures d'autoprotection. D'abord parce que il me semble que quand on pense à la prévention, un plus grand nombre de mesures correspondent à l'autoprotection. Donc ça n'a pas été démontré, hein, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Le vaccin, par exemple, correspond à l'autoprotection. Et par ailleurs, il me semble que les comportements d'autoprotection sont, comme je l'ai dit, plus complexes à comprendre, et les déterminants et la relation notamment avec l'attitude face au risque et avec la perception du risque, qui sont les sujets qui m'intéressent, vont être plus intéressants dans le cadre de l'autoprotection. Alors ma présentation, elle va être organisée en deux parties. Je vais d'abord vous parler des déterminants de la prévention dans le risque et dans l'incertain non probabilisé, en accordant une importance particulière parmi ces déterminants à la tolérance au risque, à la perception des risques. Et ensuite, je vais vous parler des politiques d'incitation à la prévention au travers de deux exemples d'expériences en laboratoire assez récentes qui visent en fait à tester deux types de mesures incitatives. D'une part, l'assurance comportementale et d'autre part, les messages d'information et de sensibilisation. L'idée étant d'essayer de tester en labo, donc dans un environnement contrôlé, si le fait d'introduire une assurance comportementale va bien, comme le prévoit comme on peut l'imaginer, inciter à faire plus de prévention. Et de la même manière, donc, est-ce que les messages qui informent sur les conséquences de certains risques, sur certains risques, vont augmenter les comportements vont augmenter l'investissement en prévention. Alors, pour vous parler des choix de prévention, ou plutôt d'auto-protection, je vais me baser sur un modèle extrêmement simple, presque caricatural, qui peut paraître un peu abstrait, mais que je vais essayer d'expliquer. Donc, il est très simple, mais il suffit finalement pour illustrer, pour évoquer les points dont je voulais vous parler. Donc, on considère un individu ou un agent, de façon plus générale, dont la richesse est donnée, donc la note W, on peut la noter autre chose, donc ça peut être une richesse, un revenu, etc.,
Donc, il fait face à un risque de perte financière. Ça peut très bien, donc tout ce que je raconte se transpose très bien au cas où il s'agit d'un risque, non pas de perte financière, mais uniquement, mais d'un risque lié à la santé, par exemple, ou d'un risque de dégradation de l'environnement. La probabilité de réalisation de la perte est supposée connue, c'est-à-dire que donc l'individu a accès à des informations concernant l'estimation de cette probabilité. Donc, on est bien dans une situation de risque telle que l'a définit Knight, et la perte monétaire, donc résultant de la réalisation du risque et évaluée à elle. L'individu a la possibilité de choisir un niveau de prévention, donc il a la possibilité d'investir dans la prévention. La technologie de la prévention est caractérisée par un coût et une efficacité. Donc là, les fonctions sont donc tout ça est parfaitement connu et supposé parfaitement connu par l'agent au moment où il va prendre sa décision. Alors, comment en économie on appréhende, comment on étudie, on analyse les choix dans le risque et l'incertain? Eh bien, en se basant sur des modèles de représentation des préférences. Donc, dans un premier temps, on va faire un certain nombre d'hypothèses sur les préférences sur les préférences des individus, des agents. Donc, des hypothèses qu'on va appeler des axiomes, qu'on va considérer comme étant vraies pour une grande majorité d'individus ou d'agents. Et sur la base de ces hypothèses sur les préférences, on va obtenir, par un raisonnement mathématique, donc par une démonstration, on va obtenir une fonction de représentation des préférences. Alors, cette fonction permet d'associer à chaque décision, à chacune des décisions possibles, donc chacune ici, à chacun des niveaux de prévention, une valeur numérique qui va être telle qu'une décision, une décision préférée, va être associée une valeur plus grande. Alors, l'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet de transformer un problème complexe de choix, avec plusieurs éléments multifactoriels, en un problème mathématique de maximisation. Ça, c'est effectivement, donc on va supposer que les décisions, à condition que les axiomes, que les hypothèses qu'on a fait sur les comportements soient vérifiées, et bien pour déterminer pour reproduire en quelque sorte la décision qu'un individu va choisir, eh bien il suffira de trouver la décision qui maximise cette fonction représentant les préférences, cette fonction d'évaluation. Maintenant, évidemment, tout ce qui va être important, c'est quelle va être la forme de cette fonction de représentation des préférences. Alors, la forme, évidemment, va dépendre des axiomes qu'on a fait sur les préférences. Et bien sûr, à chaque fois qu'on modifie ces axiomes, on va modifier la forme du critère. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, le premier critère, la première fonction représentant les préférences dans le risque qui a été proposé, c'était l'espérance de gain. Et ça date de la création, du début de la théorie des probabilités, où on a considéré que, pour évaluer des décisions avec du risque, il suffisait de calculer leur espérance de gain et de choisir la décision dont l'espérance de gain était la plus élevée. Alors, je ne vais pas revenir sur la remise en cause de ce critère, ni sur le paradoxe de Saint-Pétersbourg, etc. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le critère d'espérance de gain, a le mérite d'être d'une simplicité absolue, mais il a un problème, c'est que, premièrement, il occulte complètement toute hétérogénéité individuelle, c'est-à-dire que tout le monde est censé, si on applique l'espérance de gain, tout le monde est censé choisir la même décision, quelle que soit ses préférences dans le risque, quelle que soit sa tolérance au risque, sa perception du risque. Et par ailleurs, et donc à ce titre, il occulte complètement l'idée que les individus peuvent avoir des différentes, de par leurs caractéristiques psychologiques, leur personnalité, peuvent avoir une tolérance au risque qui peut être différente. Alors, ce qui a été proposé pour répondre à ces critiques, c'est le modèle d'espérance d'utilité, dans lequel on va introduire une fonction d'utilité qui va transformer les gains monétaires, en fait les conséquences des décisions, gains monétaires, état de santé ou autres, et qui va permettre justement de prendre en compte cette tolérance au risque. En fait, la forme de cette fonction d'utilité va être différente suivant les individus, suivant les décideurs,
Ça permettra de prendre en compte des décideurs qui vont avoir une tolérance au risque qui va être plus ou moins importante. Et donc, de cette façon, on va pouvoir mieux expliquer, donc mieux reproduire les choix réels qui sont faits par les individus ou par les agents dans différentes situations. Alors, dans notre cas très simple, alors comment s'écrit cette espérance d'utilité? Donc, si on ne fait pas de prévention, donc si on fait zéro prévention, eh bien, l'évaluation de la situation est donnée par ce que vous voyez là. Donc, les deux conséquences possibles sont pas de sinistre, donc richesse W, ou sinistre, richesse W-L, donc la perte se réalise. On va transformer ces conséquences, ces gains, on va les transformer par la fonction d'utilité, donc on va arriver à U de W1. On va ensuite pondérer ces deux gains possibles par les probabilités, par la probabilité d'occurrence de chacun, et puis on va les additionner. D'accord? Donc ça nous donne effectivement une évaluation. Alors la deuxième ligne correspond plutôt à une situation, à un risque qui est lié à l'évaluation d'une situation dans laquelle on est confronté à un risque lié à la santé, puisque vous avez donc H0 et H1 permettent de prendre en compte le fait que quand on subit un risque de maladie, on a une dégradation de l'état de santé en plus d'une perte financière qui peut être liée au coût des soins. Alors maintenant, si je reprends si j'introduis la prévention, donc la possibilité d'investir en autoprotection, et si je cherche à déterminer le niveau de prévention choisi par un individu dont les préférences seraient représentées par l'espérance d'utilité, eh bien, je dois maximiser l'espérance d'utilité associée, je dois trouver parmi les espérances d'utilité associées aux différents niveaux de prévention possibles, celle qui correspond au niveau le plus élevé, celle qui correspond à la décision préférée. Donc, il faut que je maximise la fonction à une variable que je vous ai donnée ici. Donc, on sait maximiser les fonctions à une variable. Donc, on annule la dérivée, on vérifie que la condition de second ordre est vérifiée. Tout ça n'est pas très important pour la suite, mais en tout cas, on arrive à ce que vous avez en dessous, à savoir que le niveau de prévention qu'on va choisir va être solution de l'équation que vous avez là, qui peut s'interpréter comme une égalité entre le coût marginal de la prévention et son bénéfice marginal. C'est-à-dire que on montre que les individus, pour choisir leur niveau de prévention, sans surprise, ils vont évaluer les coûts et les bénéfices respectifs, et la décision qui sera choisie va être celle qui va égaliser le coût marginal évalué en termes d'utilité, donc en prenant en compte justement la tolérance au risque, et le bénéfice marginal. Alors pourquoi une égalité? Eh bien tout simplement parce que si le coût marginal n'était pas égal au bénéfice marginal, donc si le coût marginal était supérieur au bénéfice marginal, eh bien il aurait été préférable pour l'individu de diminuer le niveau de prévention qu'il fait. De la même façon, si le bénéfice marginal était supérieur strictement au coût marginal, il aurait été préférable pour l'individu de faire plus de prévention. Donc l'égalité correspond au choix optimal. Alors, ce qu'on voit aussi dans cette équation, c'est que le niveau de prévention choisi va dépendre de différents éléments, donc de la tolérance au risque par le biais de la fonction d'utilité. D'ailleurs, comme je l'ai dit, on n'a pas de résultat général qui lie aversion au risque et décision d'autoprotection, donc on ne peut pas montrer ce qui serait intuitif que quand on est plus adversaire du risque, on va faire plus de prévention. Ça, ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai dans certains cas, mais pas tout le temps. On voit que le niveau de prévention choisi va dépendre de la technologie de prévention, donc du coût, donc C2, et puis de l'efficacité qui est donnée par P'2. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Alors maintenant, le modèle d'espérance d'utilité a été remis en cause, donc a été critiqué dès les années 50 et plus violemment encore dans les années 1970-80,
puisque on s'est rendu compte que dans certaines situations, il n'était pas possible d'expliquer les choix observés, les choix individuels observés, donc ce qu'on observait réellement comme comportement, on ne pouvait pas l'expliquer par la maximisation d'une espérance d'utilité. Alors, quelle a été la cause qui a été identifiée? Eh bien, c'est le fait que dans le modèle d'espérance d'utilité, il y a en quelque sorte une asymétrie entre l'évaluation, la prise en compte des gains et la prise en compte des probabilités, au sens où on va transformer les gains, donc on va pouvoir les percevoir en quelque sorte subjectivement par la fonction d'utilité, mais on ne va pas transformer les probabilités. Donc les probabilités vont être prises en compte dans l'évaluation des décisions pour ce qu'elles sont. Donc tout pessimisme ou optimisme que les individus pourraient avoir, le fait de se dire bon, on me dit que ma probabilité de me faire voler mon téléphone portable dans la région où j'habite est de 20%, mais moi, avec la chance que j'ai, je pense que c'est plus de 20%. Ça, c'est quelque chose que le modèle d'espérance d'utilité ne peut pas prendre en compte. Alors, pour justement répondre à ces différentes critiques, donc il y a un modèle plus général qui a été proposé, ou plutôt plusieurs modèles qui ont été plus généraux qui ont été proposés, dont le modèle Rank Dependent Utility, dont Serge Bondel vous a parlé hier, et aussi la Prospect Theory, dont Serge Bondel vous a aussi parlé hier, donc je n'ai pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Juste vous dire que dans le premier modèle, donc dans le modèle Rank Dependent Utility, on va introduire, en plus de la fonction d'utilité qui transforme les gains ou les pertes, on va introduire une fonction de transformation, une fonction de perception des probabilités. Et cette fonction va transformer non pas les probabilités directement, mais les probabilités décumulées pour introduire une relation entre gain ou perte et transformation de probabilité. Plus précisément, pour introduire la possibilité pour un agent qui serait par exemple pessimiste de surestimer systématiquement les probabilités des événements qui lui sont défavorables. Symétriquement, pour les optimistes, eh bien, sous-estimer les probabilités des événements qui sont favorables. Alors, la cumulative prospect theory va plus loin en introduisant la possibilité d'une différence d'attitude face au risque entre gain et perte. Alors, voici ce que ça donne au niveau de l'évaluation. Alors, très rapidement, d'où vient cette fonction de transformation et qu'est-ce qu'on peut en dire de plus. Donc cette fonction de transformation, comme je l'ai dit, elle vient des préférences individuelles, hein, de même que la fonction d'utilité, mais elle peut être, elle n'est pas forcément figée. On n'a pas chacun une fonction de transformation unique, mais elle peut dépendre de différents facteurs. Elle peut dépendre notamment du vécu de l'individu. Donc, il a été montré par les psychologues et autres que le fait d'avoir subi une catastrophe naturelle, par exemple, va modifier la perception qu'on va avoir de la probabilité d'une catastrophe suivante. D'ailleurs, on constate que après l'occurrence d'une catastrophe, la demande d'assurance va augmenter. Et d'ailleurs, après une longue période sans catastrophe, la demande d'assurance va diminuer. La fonction de transformation de perception des risques et de transformation des probabilités peut dépendre du type de risque considéré. On peut être pessimiste lorsqu'il s'agit de sa santé, mais ne plus l'être lorsqu'il s'agit de ses investissements financiers. Et elle peut dépendre aussi de variables émotionnelles comme la joie, la tristesse, etc. Alors, qu'est-ce que ça va apporter de plus dans la compréhension des comportements de prévention? Donc, je vais passer l'aspect... je ne vais pas commenter les formules, mais je veux juste souligner le fait que, en plus de l'attitude face au risque qui va influencer les décisions d'autoprotection par le biais au travers de la fonction d'utilité, ici, la fonction de transformation des probabilités va intervenir, mais pas forcément de la façon dont on croit. C'est-à-dire que c'est pas le pessimisme ou l'optimisme qui va influencer ici les comportements de prévention. C'est ce qu'on peut appeler le fatalisme, qui est en fait la sensibilité des individus aux variations de probabilité. Donc, est-ce que je perçois correctement est-ce que je perçois correctement l'information, est-ce que je comprends parfaitement
lorsqu'on me dit, en faisant du sport, vous divisez par 2 la probabilité d'avoir un accident cardiovasculaire passé 60 ans, ou est-ce que je me dis, on me dit que ça permet de diviser par 2, mais en fait, j'y crois pas du tout. Ça, pour moi, la probabilité, elle est ce qu'elle est, et puis si j'ai de la chance, j'aurai de la chance, puis si j'ai pas de chance, j'aurai pas de chance. Donc, en fait, là, ce qui va intervenir, c'est cette sensibilité aux variations de probabilité, et donc, très concrètement, la pente de la fonction de transformation des probabilités. Et donc, on est dans une situation où, finalement, même si la prévention est très efficace du point de vue de ses coûts et de son efficacité, eh bien, elle sera peu choisie. Donc, on peut avoir des individus qui vont peu investir en prévention, tout simplement parce qu'ils ne perçoivent pas correctement l'efficacité de cette prévention. Alors maintenant, on était jusqu'à présent dans le risque, donc maintenant, on va passer à l'incertitude, donc là aussi au sens de Knight. Alors, j'ai vu que le colloque s'appelait risque au pluriel et incertitude au singulier. J'avoue que j'aurais plutôt tendance, en tout cas dans la façon dont les économistes appréhendent ces éléments, à parler de risque au singulier et d'incertitude au pluriel, tout simplement parce que dans la vision qu'on peut avoir lorsqu'on s'intéresse à certaines décisions, le risque ne peut être que d'un seul type, c'est-à-dire ça consiste à connaître les probabilités des événements, à les connaître par des estimations, par des données qui ont été traitées, alors que les incertitudes peuvent prendre des formes très diverses, qui peuvent aller d'un conflit d'experts, tout simplement. Donc, on peut avoir, plutôt que d'avoir une estimation consensuelle des probabilités des événements, on va en avoir 2 parce qu'il y a 2 experts qui, en se basant sur des scénarios différents, sur des modèles différents, vont avoir des estimations différentes. Et ça peut aller jusqu'à une situation d'incertitude radicale où, en fait, on ne sait rien parce qu'on n'a pas de données, parce qu'on ne sait pas, effectivement, parce que le phénomène est nouveau, et on est démuni pour estimer des probabilités. Donc, l'incertitude peut prendre des formes extrêmement diverses, et donc là, je les ai groupées en deux catégories. Une première catégorie est celle qu'on peut appeler le multiprior, c'est-à-dire qu'on a plusieurs probabilités. Donc là, en l'occurrence, comme on n'a que 2 états de la nature dans ce que je vous ai présenté, on n'a qu'une seule probabilité. Donc soit on sait que cette probabilité se situe quelque part dans un intervalle, mais on ne sait pas où. Soit on a plusieurs valeurs possibles pour cette probabilité. Alors, il y a ça correspond à plusieurs cas de situations réelles, soit à des situations de conflit d'experts. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse aux risques liés au réchauffement climatique, vous connaissez tous les scénarios du GIEC, qui sont, donc il y a plusieurs scénarios du GIEC qui correspondent effectivement à des modèles climatiques, économiques, etc. différents, d'accord, qui ne sont pas vraiment conciliables. Donc, on ne peut pas agréger ces différentes probabilités. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable parce que ça reviendrait à perdre en fait une information qu'on a initialement. Soit on a soit c'est conflit, soit on a tout simplement un manque d'information. On a des données partielles, qui permettent pas, qui rendent difficile le fait d'arriver avec une seule estimation précise. Donc ça, c'est un premier groupe de situations d'incertitude. Et le deuxième est celui où finalement on a une probabilité qui est proposée, qui a été estimée à partir de données, à partir de modèles, mais pour des raisons diverses, la confiance qu'on peut avoir dans le fait que cette probabilité corresponde à la réalité du phénomène peut être limitée. Alors, on peut identifier 2 grandes sources finalement de confiance limitée. Pour l'une des 2, je dirais très simplement qu'il y a un problème d'incertitude scientifique, c'est-à-dire que ça peut être une confiance, il peut s'agir d'une confiance objective. Donc imaginez, je suis pas médecin ni épidémiologiste, mais imaginez que pour évaluer les effets secondaires d'un médicament, il soit nécessaire de faire 10 essais cliniques. Si à une date donnée, on en a fait 5 sur les 10, on peut légitimement penser que la confiance qu'on peut avoir dans l'estimation de la probabilité d'effets secondaires qui nous est donnée par ces 5 études, elle est de 50%, puisqu'on ne sait pas, effectivement, il y a 50%. Le reste, on n'a pas fait.
Donc ça, c'est la vision un peu plus objective. Et puis, vous avez la vision subjective qui est liée à la confiance qu'on a dans la source de l'information. C'est-à-dire, suivant que, si une probabilité nous est une information sur la probabilité d'un événement, d'un dommage en l'occurrence, nous est donnée par une institution qui, par le passé, dans laquelle on n'a pas confiance, parce que par le passé, elle nous a donné des informations erronées, eh bien, cette fois-ci, on ne va pas avoir confiance non plus. D'accord? Donc, suivant que les informations sont données par les autorités, par les ministères, ou par des scientifiques, eh bien, on va pas accorder la même confiance à ces deux informations. Par exemple, on peut aussi se dire que si la probabilité est donnée par une instance qui par le passé s'est trompée une fois sur deux, eh bien là aussi la confiance qu'on va avoir dans cette probabilité, elle va être de 50%. Le problème, la différence par rapport au cas précédent, c'est que si cette probabilité qu'on nous donne, on considère que ce n'est pas la bonne en quelque sorte, eh bien on est dans l'incertain total, on n'a pas d'alternative, on ne sait pas ce que on peut avoir en plus. Alors qu'est-ce que ça va changer dans les décisions concernant l'investissement en prévention, et qu'est-ce que ça va changer concernant les déterminants de ces décisions? Eh bien, ça va tout simplement introduire, le fait d'être dans l'incertain non probabilisé, va introduire des déterminants supplémentaires, donc va introduire des facteurs supplémentaires qui vont influencer les décisions. Facteurs comme l'attitude face à l'incertitude, justement, qui, comme on le sait, n'est pas forcément la même que l'attitude face au risque, c'est-à-dire qu'on peut être tolérant au risque et ne pas aimer l'incertitude. L'incertitude est quelque chose qui déstabilise, ça crée de l'angoisse, et à ce titre, on peut être plus prêt à investir pour réduire l'incertitude qu'on ne l'est pour réduire le risque. Et par ailleurs, donc va apparaître aussi cet élément de confiance dans certains cas. J'en prends combien de temps? Allez, 30 minutes. D'accord, donc je vais aller, et donc j'ai... 15 minutes. Merci. Donc je vais aller assez vite là-dessus. Excusez-moi. Donc, quels sont les modèles d'évaluation, justement, les modèles de représentation des préférences qu'on peut utiliser? Donc il y en a plusieurs. Donc là, j'ai choisi de vous en présenter deux. Donc un pour le multiplier et un pour la confiance. Donc dans le cas de la situation multiplier, donc on a plusieurs évaluations des probabilités et on n'a aucun élément nous permettant de choisir ou d'agréger. Ce qu'on peut faire, c'est calculer les espérances d'utilité associées à toutes les probabilités qui sont possibles et choisir les extrêmes, c'est-à-dire la meilleure et la pire des évaluations. D'accord ? Et on peut choisir les extrêmes et les pondérer par un paramètre qui est ici noté alpha, qui va refléter l'attitude vis-à-vis de l'incertitude, qui va refléter en quelque sorte le pessimisme ou l'optimisme des individus. C'est-à-dire que plus on va être adversaire à l'incertitude, plus alpha va être grand, c'est-à-dire plus on va accorder de points à la pire des évaluations, correspondant effectivement à la probabilité qui nous est la plus défavorable. Donc une fois qu'on a effectivement ce critère, eh bien on va pouvoir déterminer la décision optimale, qui va dépendre bien sûr de ce paramètre alpha. Donc moins on va être tolérant à l'incertitude, en quelque sorte, plus on va investir dans l'auto-protection. Et ce qui va être important aussi ici, c'est de savoir comment, en fait, l'investissement en prévention va influencer les différentes probabilités qui sont possibles. Puisque, le cas le plus simple étant celui où toutes les probabilités sont influencées de la même façon par l'investissement en prévention, c'est-à-dire que si on a 3 experts qui nous donnent 3 probabilités différentes, on peut dire, la prévention, elle permet de diviser par 2 la probabilité, quelle qu'elle soit. Ça, c'est le cas le plus simple. Mais si les probabilités sont issues de modèles différents ou de scénarios différents, eh bien, et suivant le phénomène, suivant le type de prévention dont il s'agit, il peut arriver que la prévention permette, par exemple, de réduire uniquement les probabilités les plus élevées, les probabilités correspondant à certains scénarios, plus que d'autres. Auquel cas, la prévention va avoir une influence pas seulement sur le risque en quelque sorte, mais aussi sur
l'ambiguïté. Si par exemple vous avez 4 probabilités possibles, qui sont entre, je sais pas, 10% et 40%, si la prévention permet de modifier cet intervalle et donc de réduire plus les 40% que les 10%, à ce moment-là, elle va avoir comme effet, elle va avoir comme effet de réduire l'incertitude, et ça va être valorisé par les agents qui sont adversaires de l'incertitude. Donc, l'investissement en prévention va augmenter avec l'aversion à l'incertitude, mais uniquement dans les cas où la prévention, en plus de réduire les probabilités, va aussi avoir une influence, donc en plus d'avoir une influence sur le risque, va avoir une influence sur le niveau d'incertitude. Maintenant, concernant la situation où l'incertitude vient d'un problème de confiance, eh bien un modèle qui peut être d'évaluation qui peut être proposé est celui qui est proposé par Châteauneuf, Eisberger et Grant en 2007. Il est, à mon sens, assez intuitif. Il consiste à se dire, bon, on a une probabilité, donc on peut faire une évaluation par le modèle d'espérance d'utilité. Donc on va d'abord calculer l'espérance d'utilité associée à la probabilité qu'on a. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si cette probabilité n'est pas la bonne? Si cette probabilité n'est pas la bonne, on est dans l'incertain total. Quand on est dans l'incertain radical, on ne sait rien. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'incertain radical et qu'on ne sait rien? On peut appliquer le critère de Hurwitz, c'est-à-dire qu'on peut prendre, donc quand on ne sait rien, on n'a pas de probabilité, on a juste des conséquences. On peut considérer les deux conséquences extrêmes, donc la pire et la meilleure, et là aussi les pondérer, pour introduire un paramètre d'aversion à l'ambiguïté, un paramètre de pondération qui va nous dire, si je ne sais rien et que j'ai différentes conséquences, est-ce que je pense que c'est la meilleure qui va arriver, ou est-ce que je pense que c'est la pire, ou est-ce que je pense que c'est une conséquence qui est au milieu. Donc, on va faire une évaluation à ce moment-là, qui va correspondre à ça ici, à cette deuxième partie. Et ensuite, on va agréger ces deux évaluations en intégrant justement le niveau de confiance, c'est-à-dire qu'on va pondérer l'évaluation par espérance d'utilité par le niveau de confiance, donc qui est ici 1 moins delta, et puis l'autre évaluation, on va la pondérer par delta. Et ce qui me semble intéressant ici, c'est qu'en fait cette confiance, qu'elle soit objective ou subjective, peut avoir un effet extrêmement important sur l'investissement en prévention. C'est-à-dire que là aussi, une technologie de prévention très efficace peut être, même si la technologie de la prévention est très efficace, la prévention peut être non adoptée à cause d'un problème de confiance des agents concernés dans l'information qu'il aurait donnée. Donc là, on est clairement dans une situation qui n'est pas optimale d'un point de vue collectif. Alors, là, pour le moment, je vous ai présenté un modèle très simple, sur une période d'abord, et ensuite de décisions individuelles. C'est-à-dire que dans ce que je vous ai montré, on ne prend pas en compte les décisions intertemporelles, ou le caractère intertemporel de la prévention, au sens où souvent on investit aujourd'hui et les bénéfices de la prévention, on ne les perçoit que très longtemps, dans plusieurs années. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pris en compte. Et je n'ai pas non plus pris en compte le fait que certaines décisions de prévention individuelles ont des conséquences collectives, comme la vaccination par exemple. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais pour comprendre, ce que je voulais dire, c'est que pour comprendre certains comportements de prévention, en plus de la tolérance au risque, de l'attitude vis-à-vis de l'incertitude, il faudrait avoir des informations à intégrer les préférences temporelles et les préférences sociales, ce que les modèles économiques, bien sûr, font relativement bien. Alors, passons maintenant à la question des incitations à la prévention. D'abord, si on a besoin de mettre en place des politiques publiques et d'inciter à la prévention, c'est parce que on considère que ce que les gens font spontanément n'est pas optimal. Alors, pourquoi l'investissement en prévention peut être considéré comme non optimal, comme certaines fois correspondant à des décisions non rationnelles? Eh bien, pour différentes raisons que j'ai listées ici. Des biais cognitifs, notamment ce fait, justement, j'ai parlé de l'impact du vécu sur la perception de risque. Donc ça, c'est effectivement quelque chose c'est un phénomène qui existe, mais on ne peut pas considérer qu'il soit vraiment
rationnelle au sens où, objectivement, si les événements sont indépendants, enfin, si on considère que les événements sont indépendants dans le temps, le fait d'observer une catastrophe, ça ne nous apprend rien. D'accord? Donc, il peut y avoir d'autres biais qui peuvent apparaître. Il peut y avoir des problèmes, effectivement, informationnels, la question de la confiance, et les externalités dont j'ai parlé très rapidement. C'est-à-dire que si les décisions individuelles de prévention ont un impact collectif, normalement, dans la décision elle-même, les individus devraient prendre en compte ces impacts collectifs. C'est effectivement pas forcément le cas, donc si on n'introduit pas de préférence sociale. Et dans ce cas, donc la présence de ces externalités peut créer de la sous-optimalité, puisque on va avoir aussi un phénomène de passager clandestin qui fait que les individus vont en gros compter sur l'investissement en prévention des autres. Alors maintenant, comment faire pour inciter à la prévention? Alors, il peut y avoir différents types de mesures d'incitation à la prévention, donc différentes politiques qui peuvent être mises en place. Alors, les conséquences et l'efficacité de ces politiques peuvent être évaluées dans un premier temps par une introduction dans les modèles théoriques que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, on peut introduire ces mesures-là et regarder comment finalement le niveau de prévention est influencé par ces mesures, quel est l'impact, voilà, en plus des caractéristiques individuelles, de l'attitude face au risque. Alors, quels sont les grands groupes de politiques d'incitation qu'on peut mettre en place? Bien sûr, les incitations financières, que les économistes affectionnent particulièrement, mais dont ils se sont aperçus depuis un certain temps qu'ils n'avaient pas toujours l'efficacité qu'on pouvait espérer suivant les cas. Donc, dans les incitations financières, bien sûr, vous avez les subventions qui peuvent être mises en place pour réduire le coût de la prévention. Dans le cas de l'assurance, vous avez l'assurance comportementale qui peut être considérée comme une incitation financière. Ça consiste en fait à moduler le tarif d'assurance à la prévention que l'individu met en place. Donc les nouvelles technologies, les boîtiers, etc., l'intelligence artificielle permettent aux compagnies d'assurance de mesurer en fait les comportements de prévention, de mesurer par exemple la qualité de la conduite. Vous avez d'autres types d'incitations financières. Ensuite, vous avez les incitations non financières, comme les messages d'information, de sensibilisation par exemple, différents types de nudge, des incitations douces, hein, par exemple. Je pense que vous en avez entendu parler, le fait de mettre devant dans les cantines bien visibles les légumes et les fruits au fond. Donc ça, c'est effectivement de façon très caricaturale une incitation à l'alimentation saine, le fait de bien présenter effectivement certains types de produits. Et puis enfin, donc vous avez, on peut dire que ça fait aussi partie des contraintes des incitations financières, puisqu'on a une pénalité si on ne respecte pas les contraintes, mais vous avez les contraintes, comme l'obligation, etc. Et alors, pour terminer, dans les 3 minutes 50 qui me restent, je suppose, je voulais très rapidement vous parler de deux exemples de politiques incitative, donc politique d'incitation à la prévention. Donc, comme je l'ai dit, on peut tester, on peut étudier les politiques d'incitation à la prévention de plusieurs façons. D'abord en les introduisant dans les modèles théoriques et en regardant les effets. On peut aussi faire des tests grandeur nature, si on peut dire. Donc, on peut faire des expériences de terrain, des field experiments. Et on peut aussi, et ça se fait de plus en plus, faire des expérimentations en laboratoire. Donc ça, c'est une méthodologie qui est utilisée de plus en plus pour tester. Donc l'avantage de l'expérimentation en laboratoire, c'est le contrôle de l'environnement. Et on essaye par des rémunérations, donc on fait, vous voyez de quoi il s'agit. Donc on demande à des personnes de choisir, de faire des choix sur ordinateur qui leur sont proposés. Et ensuite, ils sont rémunérés en fonction d'événements ou pas, et puis des choix qu'ils ont faits. Donc c'est censé effectivement augmenter la validité externe de ces résultats en laboratoire. Donc ça, c'est utilisé de plus en plus pour étudier différents comportements et pour tester les mesures incitatives. Et là, je voulais vous montrer deux exemples d'études. Donc un, comme je l'ai dit, qui concerne l'assurance comportementale et dont l'objectif est de déterminer si cette assurance comportementale va réellement inciter à la prévention. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui.
Alors très rapidement, le protocole. Donc les individus sont exposés à un risque de perte financière. On suppose que l'assurance est obligatoire mais partielle, donc elle comporte une franchise, c'est-à-dire que le fait d'avoir un sinistre n'est pas neutre financièrement pour l'individu. Et ils ont la possibilité, donc les individus ont la possibilité d'investir en prévention, donc de consacrer une part du montant monétaire qu'il leur est donné pour de la prévention, donc qui permet de réduire la probabilité de sinistre. Et en fait, il y a deux types de contrats qui sont considérés. Le contrat classique avec bonus-malus, où finalement le tarif est conditionné à la sinistralité. Donc, si on a un sinistre, on va augmenter son tarif, et puis si on n'a pas de sinistre, le tarif va baisser. Et un contrat comportemental, où finalement, ce qui va influencer la tarification, c'est le niveau de prévention qu'on a choisi. D'accord? Et on cherche à comparer ce que les individus vont faire dans l'un et dans l'autre cas. En plus, on leur donne la possibilité, à un moment dans le jeu, de choisir entre le contrat comportemental et le contrat avec bonus-malus. Bon, là, effectivement, je vais aller assez vite, donc on fait varier les probabilités et puis la technologie de la prévention. Et donc là, ça nous donne ces résultats-là qui nous montrent, alors je ne vais pas trop insister là-dessus, je vais passer juste rapide, je vais passer aux conclusions. Donc ce qu'on montre, c'est que en effet, l'investissement en prévention est plus important avec le contrat comportemental qu'avec le contrat bonus-malus, et ce dans les différents traitements qu'on a considérés, que les probabilités soient grandes, petites ou autres. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que le choix du contrat va aussi être lié, donc il ne va pas y avoir vraiment indépendance entre les choix de prévention que font les individus et les choix de contrat. Donc on peut penser que les individus qui choisissent spontanément le contrat comportemental sont aussi ceux qui, de toute façon, auraient fait peut-être plus de prévention, mais en tout cas, bon, la conclusion est que il y a bien un lien entre, le contrat d'assurance comportementale joue bien son rôle, enfin, en tout cas d'après ces résultats-là, d'incitation à faire de la prévention. J'ai une minute ou pas? Alors la deuxième étude est assez différente. Donc là, l'objectif, c'est d'étudier l'impact d'incitation non financière, donc l'impact des messages d'information et de sensibilisation sur l'investissement dans des mesures individuelles et collectives de réduction du risque. Donc là, c'est une expérience qui n'est pas la précédente aussi, mais une expérience qui est contextualisée. Donc on raconte au sujet une histoire en leur disant que voilà, ils sont exposés à un risque de maladie qui est lié à la pollution de l'air. Ça entraîne une perte, bon, ici, financière, et ils ont la possibilité de faire de la prévention. Mais ici, il y a deux types de prévention qui sont possibles. Ils ont la possibilité soit d'investir dans des mesures de réduction individuelle du risque, en achetant des purificateurs d'air, par exemple, pour être moins exposés à la pollution, en prenant des pilules, machin, ou ils ont la possibilité d'investir dans des mesures collectives de réduction du risque, par exemple en circulant moins en voiture, en triant les déchets, etc., etc., etc. Et donc l'objet est vraiment de voir d'abord, est-ce que les individus vont investir en prévention? Est-ce que comment va se répartir leur investissement entre les mesures de réduction individuelle ou collective du risque, et surtout, quel va être l'impact sur les décisions de messages qui sensibilisent à l'impact de la pollution de l'air sur l'environnement et sur la santé. Alors, j'ai pas oublié le message, pardon. Donc les messages donnent des informations, comme je l'ai dit, d'une part sur l'impact de la pollution de l'air sur l'environnement, donc ça c'est un message, donc qui correspond à un traitement, et pour l'autre donne des informations sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé avec des images. Donc on avait trouvé des photos de gens qui ont des difficultés ou de Paris dans le brouillard, les nuages de pollution, etc. Donc pour entraîner pour avoir un petit élément émotionnel en plus. Et donc en plus on a des questions de contrôle pour essayer de voir si l'attitude face au risque, la loss aversion, la sensibilité environnementale ou l'altruisme ont un impact sur le comportement.
Les hypothèses qu'on teste dans cette expérience sont celles-ci, hein, qui proviennent de prédictions des modèles théoriques. Et très rapidement, voici les principaux résultats. Alors, il y a bien un effet des messages, mais enfin, donc là, on parle que de l'investissement dans la prévention collective. Et ce qu'on constate, c'est que pour l'investissement en prévention, dans la prévention collective, ce sont les messages environnement qui semblent les plus efficaces. Donc, c'est ceux qui correspondent à l'investissement le plus important en prévention collective. Alors que ça, c'est vrai qu'on a été surpris parce qu'on s'attendait à ce que ce soit les messages santé, parce que la santé est plus directement individuelle. En revanche, là où la santé intervient, donc là, ce qu'on a mesuré, c'était le niveau moyen, donc la somme moyenne, le montant moyen qu'on investissait, enfin, qu'on plaçait dans la prévention collective. La santé les messages sur la santé vont intervenir lorsqu'il s'agira de regarder juste la décision, est-ce que j'investis dans la prévention collective ou pas? Et là, on s'aperçoit que que les messages sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé vont avoir plus d'influence sur la décision d'investir dans les mesures collectives que les messages environnementaux. Voilà, donc un petit mot de conclusion assez général pour vous dire ce que vous savez déjà, hein, à savoir que les préférences ont vraiment un impact extrêmement important sur les comportements de prévention, qu'il faut les étudier, qu'il faut en avoir une information la plus fine possible pour pouvoir d'abord comprendre ce qui se passe et ensuite pour essayer de mettre en place des politiques, et que par ailleurs, quelque chose effectivement qui n'a pas été toujours évident pour les économistes, qu'il y a une différence, ce sera le mot de la fin, vraiment très importante entre les comportements dans le risque et les comportements dans l'incertain non probabilisé. Une différence à ne pas négliger. Voilà. Je vous remercie et je suis désolée d'avoir dépassé du temps. Merci.